Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, c'est l'heure de la grande interview de Luc Julia. Luc Julia qui est l'une des plus importantes personnalités dans le monde du numérique. On dit que c'est l'un des 100 développeurs français les plus influents dans ce monde numérique. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'embrasser, je l'ai annoncé en sommaire, un nouveau rôle dans cette marche numérique qui touche petit à petit tous les domaines d'activité et invente finalement nos usages de demain, en devenant le directeur scientifique du constructeur français Renault. Directeur scientifique d'un constructeur automobile, c'est quand même pas banal. Oui, c'est clair que le nouveau CEO, Luca De Meo, a décidé il y a quelque temps déjà qu'on devait rentrer dans une ère technologique pour les voitures. Et la techno, c'est les sciences. Et surtout, quand on parle de techno, aujourd'hui, on parle surtout d'IA, d'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut faire un peu de maths. Et donc, c'est pour ça que je pense que directeur scientifique, ça a du sens. Donc là, au-delà d'inventer les usages de demain, vous avez commencé par inventer ce poste, finalement, qui n'existait pas. Oui, le poste n'existait pas, mais la science elle-même, donc tout ce qui est autour de l'IA, commence depuis un petit moment à exister autour des voitures, non seulement dans leur conception, dans leur réalisation, dans leur fabrication, mais aussi après, quand elles roulent, aussi bien à l'extérieur de la voiture qu'à l'intérieur de la voiture. Donc il y a beaucoup de travail pour que ce poste soit de plus en plus important. Et votre mission, alors, quelle est-elle exactement? Est-ce que c'est donner vie chez Renault à un projet de voiture autonome, ou est-ce que c'est se poser les questions sur à quoi ressemblera la voiture de demain sans avis préconçu, finalement? Un peu tout. Moi, j'ai un avis très préconçu sur la voiture autonome, c'est-à-dire que je n'y crois pas une seconde. Il faut donner une définition de la voiture autonome. La voiture autonome niveau 5, qui est la voiture autonome ultime, qui marcherait tout le temps dans toutes les conditions, celle-là, elle n'existera jamais. C'est-à-dire K2000, quoi. K2000, ça, non. Science-fiction. Okay. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, la voiture autonome niveau 4, qui est une voiture autonome qui va, la plupart du temps, marcher toute seule et nous amener d'un point A au point B sans qu'on touche le volant, elle va arriver assez vite, en fait. Et donc, effectivement, il y a de la science à faire à l'extérieur de la voiture pour pas qu'elle renverse les gens et pour qu'elle fasse attention. Donc, point de vue purement sécurité. Et aussi à l'intérieur de la voiture, parce qu'une fois qu'on va plus conduire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il va falloir faire en sorte que les gens fassent des choses comme ce qu'ils feraient à la maison, par exemple. Donc, regarder des films, des choses comme ça. Donc, voilà, il faut faire... Est-ce que se posera plus, vous pensez, la question de la responsabilité du conducteur derrière le volant? La responsabilité se posera toujours, parce que quelque part, il faut que quelqu'un soit responsable s'il y a un accident. Est-ce que c'est le conducteur parce qu'il n'a pas les commandes, donc peut-être que c'est pas lui? Est-ce que c'est le constructeur? On n'est pas sûr. Est-ce que c'est celui qui s'est jeté sous la voiture exprès? On ne sait pas. Donc ça, c'est le développeur qui a fourni le logiciel. C'est possible. Donc c'est pour ça que la réglementation et la collectivité doivent à un moment donné prendre ses responsabilités et décider qui est responsable. Là, on s'oriente visiblement vers une responsabilité du constructeur. Donc on voit que c'est un sujet quand même très important pour un acteur comme Renault. Je ne suis pas sûr qu'on s'oriente vers ça. Il faut déjà qu'on comprenne ce que ça veut dire. Et donc, du coup, il faut s'éduquer. Il faut que le législateur s'éduque aussi, parce que je ne pense pas qu'ils soient informés aujourd'hui. Et petit à petit, quand on a pris une décision collective, on va décider comment ces IA sont en fait responsables. Est-ce que ces IA sont responsables? Et qui, dans la chaîne de fabrication de ces IA, est responsable? Ça, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse répondre. Alors, vous avez commencé par dire, moi je ne crois pas du tout à la voiture 100% autonome. C'est un peu le sentiment aussi que j'ai, c'est qu'en France, on ne croit pas du tout à cette option. Mais je pense que personne n'y croit plus. Beaucoup de personnes comme Elon Musk, il y a encore 5-6 ans, parlaient que de ça. Mais maintenant, vu qu'il est devant les cours, devant les tribunaux, parce qu'en gros, il a menti, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que plus personne n'y croit. Les gens sont revenus à la réalité. La réalité, c'est encore une fois, niveau 4, qui sera exceptionnel déjà, qui va sauver énormément de vies, qui va éviter énormément d'accidents. Donc ça sera super. Mais est-ce qu'on n'a pas pris déjà un peu de retard, nous, en France, sur ce niveau 4 ? Certainement pas. Donc, parce qu'on ne les voit pas ici, les acteurs de la voiture autonome, quand même. Non, pas encore, mais ils vont arriver. Les acteurs qu'on voit ici, ce sont des acteurs qui ont 120 ans. Donc, c'est des acteurs qui font des voitures, beaucoup de voitures. Et justement aussi, tout est dans beaucoup de voitures. C'est une différence entre un Tesla, par exemple, et un Renault. C'est que Tesla a vendu l'année dernière 300 000 voitures. Un Renault en a vendu plusieurs millions. Donc,
il faut un peu respirer. En revanche, en termes de valorisation, ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est sûr, ils n'ont pas la même valorisation, moyen, je ne sais pas. Mais la vérité, c'est que petit à petit, les acteurs automobiles historiques vont rattraper leur retard dans tout ce qui est purement la science. C'est pour ça que je suis ici. Et on verra qu'on est capable aussi de délivrer des voitures technologiquement avancées. Et alors, vous travaillez sur des modèles en particulier. Il y a des premiers modèles qui sortent chez Renault de voitures Oui, avec un certain degré d'autonomie. Oui, ça on va voir dans les années qui viennent. En fait, là, il y a une roadmap qui a été annoncée il y a quelques temps, il y a quelques mois. On va essayer de suivre cette roadmap et d'être sûr qu'on ne sera pas trop en retard. Bon, on n'en saura pas beaucoup plus, j'ai l'impression. Je disais aussi que vous étiez une sommité en intelligence artificielle. Vous êtes le co-créateur de Siri. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de la naissance de l'assistant vocal que tout le monde connaît aujourd'hui dans le monde? Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas en 2011, quand il est sorti, que ça a été créé. Ça a été créé en 1997. Absolument. Sous le nom. Ça a été récupéré ensuite par Apple. Exactement, récupéré par Apple en 2010, grâce à un visionnaire qui s'appelait Steve Jobs, qui a compris qu'un assistant avait du sens sur un téléphone, parce qu'en gros on lui parlait, et un téléphone on lui parlait aussi. Donc c'est lui qui a la vision de mettre ça sur un téléphone. Nous, on avait créé ça en 1997 en tant qu'un assistant dans un ordinateur. C'était un petit vieux monsieur qui était un peu sourd, qui était dans un ordinateur, qui nous aidait à naviguer Internet. C'était avant Google, c'était avant qu'on puisse comprendre qu'il fallait avoir des moteurs de recherche. Et donc notre moteur de recherche à nous, c'était notre petit assistant. Donc c'est lui qui nous permettait de naviguer sur Internet et de déblayer un peu cette immense base de données qui naissait, puisque c'est vraiment apparu dans les années 90-95. Donc en 97, on avait créé ce petit truc-là qui permettait d'interroger Internet par la voix, parce qu'on considérait que la voix, c'était le moyen le plus facile et le plus agréable, en fait, de pouvoir parler à cette immense base de données. Donc voilà, c'est parti en 97. Il y a une boîte qui a été créée en 2007 et qui donc a été rachetée par Apple en 2010. Et donc vous avez intégré Apple à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai pris la direction de Siri chez Apple, pour développer, de passer d'Android à iOS, parce que c'était une application Android à l'époque. Donc on a créé tous les serveurs. Enfin, ça a été une grosse opération qui a coûté très très cher et qui a permis d'avoir la première année 300 millions d'utilisateurs. Oui, et aujourd'hui, je pense qu'ils ne regrettent pas l'investissement. Quel souvenir vous gardez, vous, de votre passage chez Apple à l'époque de Jobs? Le début était extraordinaire, justement, à cause du fait que Jobs nous ait compris, en fait, la technologie. Malheureusement, il est mort le jour de la sortie de Siri dans le public. Et donc, après, ça a été moins compris, on va dire, par ses successeurs, les personnes qui étaient en charge. Oui. Et donc, du coup, on n'a pas pu vraiment développer autant qu'on le voulait l'assistant. Et développer autant les services qu'on voulait. Et on n'est pas resté très longtemps. Mais toute la première partie, qui était les 9 premiers mois, était très très intéressant parce qu'effectivement, on avait des moyens absolument extraordinaires pour pouvoir développer cette chose qui allait devenir un peu iconique sur iOS. Et alors, vous avez donc participé à la création de Nuance, qui est aujourd'hui un leader mondial dans la reconnaissance vocale. Tout à fait. Donc Nuance a été racheté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, par Microsoft pour 19 milliards de dollars. Et donc effectivement, en 1994 aussi, donc ça fait longtemps aussi, on avait créé Nuance, qui était à l'époque sorti de Stanford, qui était donc un labo de recherche. Et on avait créé un reconnaisseur, pas très très bon, franchement, mais qui balbutiait dans la reconnaissance vocale. Tout ça fait qu'on dit de vous que vous êtes un des papes de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et puis là, bam, vous sortez un ouvrage, l'IA n'existe pas. En fait, vous lui préférez une autre terminologie, l'intelligence augmentée. Oui, alors l'IA qui n'existe pas, c'est justement cette IA dont on parlait tout à l'heure, qui est cette IA de science-fiction. C'est celle-là qui n'existe pas. Je la déteste parce qu'elle fait croire aux gens ce qui n'est pas vrai. C'est l'IA de Hollywood. Okay, des films, Terminator, Her. Et donc celle-là, elle n'existe pas. Et donc je veux expliquer aux gens ce qui existe vraiment. Parce que par contre, les IA, il y en a plein, multiples. Ce sont des outils finalement relativement simples. Bon, mathématiquement parlant, ils sont un peu plus compliqués que simples. Mais ce sont des outils, et c'est des outils qu'on doit utiliser, qu'on doit continuer à utiliser. Mais il ne faut pas mentir aux gens, parce que si on leur fait croire ce que ce n'est pas, ils vont être déçus.
Et donc, en étant déçus, ils ne vont pas vouloir les utiliser, ils ne vont plus avoir confiance. Donc, Quand vous dites que vous détestez, justement, c'est ça, votre principale inquiétude? Oui, ma principale inquiétude, c'est de C'est décevoir qu'on les gens. empêche l'innovation, finalement, Oui, exactement. qu'on la freine. Parce que c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans l'histoire de l'IA. Hein. L'IA, elle remonte à 1956, en fait, donc ça ne date pas d'hier. Et il y a eu plusieurs hivers de l'IA, ce qu'on appelle les hivers de l'IA. Ça a été des moments où, justement, on s'est aperçu que ça ne délivrait pas ce que ça devait délivrer. Et donc, on n'a plus donné de sous. Et donc, du coup, on a arrêté de développer ça. Et l'innovation s'est arrêtée plusieurs fois dans l'histoire de l'IA. Oui, c'est-à-dire si on diabolise une technologie, on risque véritablement de l'abandonner ou de la mettre en danger. Oui, ou si on l'idéalise, en fait, ce qu'on fait un peu aussi. Et donc, on nous fait peur et en même temps, on nous fait croire des choses. L'amour et la haine, ça se rejoint. Et selon vous, on va la retrouver où, cette intelligence augmentée ou artificielle, pour rester dans la terminologie banale? Oui, on va garder l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'elle va percer en Ouais. premier? Dans plein de domaines. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle peut être applicable, tous ces outils, parce que ce ne sont que des outils, peuvent être applicables dans n'importe quel domaine. On a parlé de la voiture, évidemment, donc dans le transport en général, dans la médecine. La médecine est un champ d'application de l'IA qui est absolument fabuleux, hein, avec l'ADN, c'est un champ statistique intéressant. Et donc, du coup, comme ce ne sont que des mathématiques, comme je disais tout à l'heure, il y a un champ d'application magnifique là. Et puis, en fait, quand on réfléchit bien, dans tous les domaines possibles, ressources humaines ou n'importe quoi, on peut appliquer un outil d'IA qui va permettre d'aide à la décision. Voilà, exactement. Ça nous permet de décider, ça nous permet de comprendre des choses plus rapidement. Mais c'est pas autre chose que ce qui s'est passé en 1642 quand Pascal a inventé la Pascaline, la première machine à calculer. Et c'est exactement la même chose. Quand vous dites que ça va toucher tous les domaines, on peut, si on revient au fantasme et à cette idée un peu futuriste, on peut se dire finalement tout est mathématique. Peut-être que chez nous, dans notre cerveau, tout est mathématique aussi. Peut-être que nos émotions ne sont que des réponses à des schémas électriques. Est-ce que vous partagez la vision d'Yann Lequin qui dit oui, demain, on peut imaginer des machines qui ressentent ou qui, en tout cas, et des émotions. Je ne sais pas si elles les ressentiront, mais... Ouais, je ne pense pas que Yann Lequin dise ça exactement. Je pense qu'il dit que ça se rapprochera plus de notre intelligence que ce que moi je dis. Mais je ne pense pas que l'émotion soit quelque chose qui soit quantifiable facilement. Et donc, finalement, on ne connaît pas encore très bien non plus ce qui se passe nous-mêmes dans notre cerveau. Non, on ne connaît rien. Il faut être clair que les spécialistes du cerveau reconnaissent qu'ils ne connaissent qu'entre 20 et 40% du cerveau. Donc c'est faible, évidemment. Et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et quand on vous disait tout à l'heure que notre cerveau est peut-être mathématique, moi je ne pense pas. Justement, notre cerveau, il est biologique, il est physique, mais il n'est certainement pas mathématique. Les mathématiques sortent de notre cerveau, mais ne sont pas notre cerveau. C'est nous qui avons inventé les mathématiques. Ce n'est pas nous qui avons inventé la physique, par contre. Et la physique, c'est le monde, c'est notre cerveau. Si un jour, il y a une intelligence artificielle qui ressemble plus à notre cerveau, ça serait une intelligence artificielle basée sur la biologie, basée sur la physique. Et donc ça... Et là, pour l'instant, on en est très loin. Ouais. On est encore dans les mathématiques. Est-ce qu'il y a d'autres innovations, parce qu'il n'y a pas que l'IA, j'imagine, qui vous passionne, d'autres innovations qui vous font encore briller les yeux? Enfin, c'est tout relié quelque part à l'IA, mais ce qui m'intéresse moi beaucoup aujourd'hui, c'est tout ce qui est les objets connectés, hein, donc tout ce qu'on va appeler des assistants, parce que chaque objet peut devenir un assistant quelque part pour vous aider à faire des tâches au quotidien qui sont pas forcément très intéressantes, mais ils vont tous vous aider et se mettre ensemble pour vous aider à réaliser ces tâches. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'amuse, c'est pour ça que chez moi j'ai 219 objets connectés, parce que ils travaillent pour moi, ils font plein de choses pour moi tous les jours. 219, ah oui, c'est impressionnant. Vous dépassez la moyenne. Alors, je disais que vous aviez effectué la plupart de votre carrière en Silicon Valley. Vous y avez aussi cofondé plusieurs startups. Quelle est votre analyse de ce qui se passe aujourd'hui en France, du côté des développeurs français qui s'inquiètent face à un manque de souveraineté numérique, peut-être un manque de confiance de l'État vis-à-vis de ses développeurs, avec des startups qui ont du mal quand elles reposent sur la technique et le code, qui ont du mal à être prises en considération et à obtenir des carnets de commandes de l'État. Ouais. Comment vous voyez ça? Moi, je suis beaucoup Vous comprenez cette difficulté, cette inquiétude? Je la comprends, évidemment, mais je pense que les choses ont beaucoup changé depuis une petite dizaine d'années, depuis 2012-2013, avec Fleur Pellerin qui a relancé la French Tech, on va dire, qui a relancé ce souffle d'innovation, d'accord, qu'on avait un peu perdu. Hein. Il y a mes amis américains qui n'arrêtent pas de me répéter tout le temps le mot entrepreneur, en croyant que c'est un mot américain, alors que c'est un mot français quand même. Et donc, du coup, on est quand même
d'habitude des gens qui inventent des choses. Et ça, c'est pas nouveau. Hein. C'est depuis le siècle des Lumières, donc on n'est quand même pas mauvais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se flageller sur les inventions et sur l'endroit où on est aujourd'hui. On est quand même pas trop mal. Maintenant, on n'est pas très bon, par contre, on est bon en start-up, mais on n'est pas très bon en scale-up. Oui. Donc dès qu'il faut commencer à faire des gros, donc pourquoi il n'y a pas de GAFA ou de GAFAM ici en Europe? C'est certainement parce qu'on ne met pas les moyens. Donc c'est plus une question de sous qu'une question d'idées. Mais la croyance au code, au talent qu'on a aujourd'hui en France et qui se font, comme vous, chasser finalement, ou qui partent d'eux-mêmes d'ailleurs aux États-Unis. Et je pense que justement depuis une dizaine d'années, ça arrive moins. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis d'une génération, ça fait 27 ans que je suis dans la vallée, effectivement, ça fait longtemps. Mais Yann Lequin, pareil, ça fait très longtemps qu'il est parti. Mais je pense que la nouvelle génération reste plus justement grâce à cette French Tech, grâce au fait qu'on puisse développer des choses en France et que ça soit du coup beaucoup plus facile et faisable. Maintenant, encore une fois, devenir riche, si c'est ça qui intéresse les gens, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que ces scale-up sont beaucoup plus difficiles. Alors, je sais que notre ministre du numérique veut pousser les scale-up et veut faire en sorte qu'on ait plus de licornes. Mais c'est compliqué. Et pour ça, il faut effectivement qu'il y ait des marchés. Le marché européen est beaucoup plus compliqué que le marché américain, par exemple. C'est à peu près la même taille. Enfin, on a même plus de gens ici. Mais malheureusement, on a plein de langues, on a plein de régulations qui sont différentes, malgré le fait qu'on dise qu'on a une régulation européenne. C'est pas vrai. Et donc, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué pour exposer. Pas encore, tout à fait. Alors, on va terminer ce grand entretien avec une interview express. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a qu'une minute, donc si vous pouvez répondre très très vite, ce serait super, comme ça on ira au bout. Je vous lance sur un mot. Le premier, c'est vos rêves. Technologie qui m'aide. Vos peurs. Ne pas comprendre les technologies. Une interrogation. J'en ai pas, ou j'en ai plein. Est-ce que vous avez une idée fixe? Amener de la technologie aux vrais gens. Et le futur, vous l'imaginez comment? Super. Et dans 5 ans, vous savez déjà où vous serez? Non. Vous vous projetez? Non. Merci beaucoup pour cette grande interview, Luc Julia. Vous êtes ma dernière grande interview de la saison. Je suis vraiment très honorée de votre présence. Je rappelle que vous êtes donc le nouveau directeur scientifique de Renault et le co-créateur de Siri. On le rappellera jamais assez. À suivre. C'est notre rendez-vous avec l'espace. On parle du coup d'envoi du tourisme spatial.